Vous savez quelle est la question qui m'a été posée le plus souvent depuis que nous avons créé Augmented Acoustics? Stéphane, toi qui t'y connais en casque audio, je voudrais m'en acheter un. Que me conseilles-tu? Eh bien, voilà matière pour un nouvel épisode de Démystifions l'audio et l'acoustique. Avant de vous donner des éléments de réponse plus concrets, je voudrais évoquer quelques points méconnus, mais fondamentaux quant au choix d'un casque audio. Un casque, en résumé, c'est deux haut-parleurs que nous plaçons autour ou sur ou dans nos oreilles. En effet, vous le savez certainement, il y a trois grands types de casques audio. Le circumauriculaire qui se pose autour des oreilles, les supra-auriculaires qui se posent sur les oreilles et les intra-auriculaires qui s'insèrent dans les oreilles. Ainsi, le son sort des haut-parleurs du casque pour aller dans vos oreilles. Sauf que Marc Aurèle disait Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature. voilà pour la petite citation culturelle. Et oui, vous le savez certainement, la nature choisit toujours le chemin le plus facile. Or, le chemin le plus facile pour le son qui sort du haut-parleur n'est pas forcément d'aller dans votre oreille, lorsqu'il y a un autre chemin acoustique, c'est-à-dire des fuites. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des coussinets sur les casques circumauriculaires. Non, c'est pas pour le confort de votre tête, mais plutôt pour éviter les fuites acoustiques. En fait, l'impédance acoustique de rayonnement du transducteur est en général élevée, celle de l'oreille également, or l'impédance acoustique de l'air est plutôt faible. C'est ainsi que le son va plutôt s'échapper par ces fuites plutôt que d'aller dans l'oreille elle-même. Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature. Et c'est particulièrement sensible aux basses fréquences. De fait, vous perdez de l'énergie du signal dans les graves par ces fuites. Cependant, vous vous doutez bien que les vrais fabricants de casques le savent et qu'ils prennent des mesures pour y remédier. Par exemple, en boostant les basses ou en mettant ce qu'on appelle des structures à basse impédance acoustique. Attention, je parle bien d'impédance acoustique, pas d'impédance électrique. Mais en réalité, il faudrait plutôt parler de structures acoustiques tolérantes aux fuites. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'évidemment, un gros casque avec des coussinets a plus de chances de vous donner un bon rendu sonore, notamment dans les graves. D'abord parce que le HP est plus adapté de par son volume à délivrer des basses, mais aussi parce que le coussinet joue le rôle d'étanchéité. Mais il faut que ce soit bien étanche. Il ne faut pas méprendre ce que je suis en train de vous dire. Un petit casque pourra aussi vous délivrer une bonne énergie dans les graves. En effet, il ne faut pas oublier qu'on parle quand même de faible niveau sonore. On veut juste exciter les particules d'air au plus proche de vos oreilles. Ça demande nettement moins d'énergie que de déplacer une membrane d'un haut-parleur qui se situerait à 3 mètres de vous. D'ailleurs, les casques intra-auriculaires qui se glissent au creux de votre oreille n'ont besoin que d'une très faible excitation acoustique, électrique, pour faire de l'acoustique, pour que nous puissions entendre le son, même dans les graves. Il est cependant bien important d'avoir en tête ce point fondamental, attention aux fuites. Tout à l'heure, je vous parlais des vrais fabricants, c'est surtout parce qu'il y en a nombre de mauvais de fabricants. Soit parce qu'ils veulent faire des casques à bas coût, sans se poser des questions sur les phénomènes acoustiques, soit parce qu'il n'y a pas d'acousticien dans l'entreprise. Et qui fait l'acoustique à ce moment-là? Souvent les ingénieurs électroniciens qui considèrent le haut-parleur comme un composant avec une certaine impédance électrique, ou alors c'est les ingénieurs et mécaniciens qui eux considèrent le haut-parleur comme un composant avec un certain encombrement, voire les commerciaux qui considèrent le haut-parleur comme un coup. Un cocktail super dangereux si on y prend garde. C'est ainsi que
les enjeux de volume arrière, de montage correct ou de choix raisonné du haut-parleur sont souvent complètement passés à la trappe. Et quand le rendu est catastrophique, eh bien l'intervention d'un acousticien après coup peut coûter très cher. Parce que corriger une acoustique mal foutue n'est pas évident. Je vous parle d'expérience vécue, au pluriel. Bref, autant faire appel à un acousticien en amont. En général, ce qui motive le choix d'un des 3 types de casques, c'est notamment l'encombrement. Mais vous le voyez, il y a un point de vigilance sur le rendu effectif par rapport à ce que vous recherchez, car il y a de très bons casques intra-auriculaires et de mauvais casques circum-auriculaires. Alors justement, parlons de rendu effectif à présent. Beaucoup de personnes vous diront « il faut que la courbe de réponse soit plate ». Oui, ça répond à une certaine logique. Si c'est plat, c'est que ça correspond à l'expression la plus proche du morceau musical. Sauf que de quoi parle-t-on quand on dit réponse plate ? Pour des enceintes, les fabricants les mesurent en général en chambre anéchoïque, avec un microphone, ce qui ne correspond pas du tout à votre écoute. Bah non, vous n'êtes pas un microphone. Et puis, vous écoutez rarement de la musique dans une chambre anéchoïque. Ces enceintes auront ainsi chez vous une certaine courbe de réponse, dépendant de l'acoustique de la pièce. Je vous renvoie d'ailleurs sur Démystifions l'audio et l'acoustique épisode 3, où je vous parle des enceintes acoustiques. Voilà, vous devez avoir un lien là-haut. C'est ainsi que si vous écoutez un même morceau sur vos enceintes ou au casque, la courbe de réponse du rendu sera différente. Or, c'est le même fichier qui est écouté, mais sur 2 configurations acoustiques différentes. Le rendu provenant de vos enceintes va se trouver modifié par votre propre physique, votre buste, votre tête, et enfin par les pavillons de votre oreille. Et ce n'est pas anodin. Ce sont des variations de plus de 10 dB entre 2000 et 5000 Hz, par cet effet de buste et de tête. Alors, vous pourrez me rétorquer, avec raison, que le pavillon ne joue pas vraiment un rôle pour l'écoute au casque. Cependant, le conduit auditif, si. Et avec un casque circum-auriculaire, la cavité qui se constitue avec votre pavillon et le casque change drastiquement la courbe de réponse que vous allez écouter. Alors, résumons. Un même morceau que vous écoutez sur vos enceintes, chez vous, dans votre casque, et dans le 2 cas, il faudrait une courbe de réponse qui soit plate. Mais donc par rapport à quoi ? Et surtout, faut-il une courbe plate pour le casque ? La démarche des acousticiens est d'être neutre dans le rendu effectif et donc de rechercher théoriquement la courbe la plus plate possible, sachant que, vous l'avez vu, la manière de mesurer ne correspond pas forcément à votre utilisation finale. Ainsi, pour les casques, si la mesure est faite avec un mannequin, on se rapproche quand même beaucoup de conditions réalistes d'usage si on compare à une mesure d'enceinte acoustique. D'autant plus que nous sommes à peu près tous constitués pareil au niveau de notre conduit auditif. Dans ce cas, on a une mesure qui est faite au DRP, c'est-à-dire au tympan. D'ailleurs, certains pernicieux pourraient me rétorquer que je pourrais aussi tenir compte de la courbe de transfert du tympan jusqu'à la cochlée, voire même celle de la cochlée elle-même. Alors qu'est-ce que font les fabricants ? Eh bien en fait, théoriquement, ils ramènent la courbe de réponse mesurée au DRP à celle qui serait mesurée en chambre anéchoïque avec un haut-parleur devant la personne à 1 mètre. Pour tenir compte de cela, on utilise des courbes de transfert pour ramener virtuellement l'écoute à une personne qui est devant soi. Ces méthodologies ont été imaginées pour la téléphonométrie, où l'enjeu était de tenter de reproduire le rendu d'une conversation avec une personne à 1 mètre devant soi. Et à ce moment-là, théoriquement, il faut viser une courbe de réponse plate. Mais dans le cas de la musique, on peut quand même s'interroger sur la pertinence. Ce n'est pas réellement le même cas d'usage. Mais alors, est-ce que la mesure au DRP sans transfert serait la bonne ? À mon avis, c'est plutôt le cas, mais reste quand même à définir l'objectif à atteindre. Et ça, c'est le petit secret des fabricants, et vous comprendrez que ça ne se divulgue pas trop.
Voilà, pour ces quelques notions acoustiques autour des casques audio, vous allez me dire que vous n'êtes pas très avancé pour choisir votre casque. C'est pas faux. Mais grâce au prochain épisode, vous aurez un peu plus de matière. À très bientôt.